Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Tête à Tête. Très bonne année d'abord à tous nos fidèles téléspectateurs de la chaîne Panafricaine Internationale. Je suis ce soir avec Madame Anna Touré, spécialiste en relations publiques. Bonsoir Anna. Bonsoir Penda. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Alors tout de suite pour démarrer, je vais vous demander de vous présenter. Alors, je m'appelle Diana Touré, je suis spécialiste en effet en relations publiques, spécialisée dans la mode, la beauté et l'art de vivre, et aussi séparément le milieu institutionnel. Donc voilà. Anna, qu'est-ce que c'est que les relations publiques ? Alors en fait, les relations publiques, pour faire court, notre rôle est vraiment de mettre en relation nos clients avec les journalistes ou des personnes publiques qui pourront permettre à leur business ou à leur marque en question de pouvoir avoir plus de visibilité et se développer. Le plus, nous, notre structure, c'est qu'on a décidé de travailler à l'international au lieu de se focaliser sur une région en particulier. Donc nous sommes vraiment le lien entre nos clients et tous les acteurs qui pourront permettre à nos clients d'avoir plus de visibilité et d'être plus reconnus. Et qui sont vos clients ? Alors en général des marques africaines basées au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Congo pour en nommer certains pays. Et des marques de vêtements ou spécialisées dans tout ce qui concerne les cosmétiques, la beauté ou l'art de vivre. Donc ça va pouvoir être des restaurants ou des hôtels ou ce genre de business-là. On va revenir un petit peu sur votre cursus professionnel. Vous avez fait quel... Alors un cursus langue étrangère appliquée au commerce et à la communication. Et après je me suis spécialisée par le biais des stages que j'ai pu effectuer en relations publiques et aussi affaires internationales. C'était votre choix de départ, les relations publiques ? Mon choix de départ, c'est un peu compliqué parce que même lorsqu'on me demande quand est-ce que tu as su que tu voulais traîner dans les relations publiques, je ne peux même pas donner une réponse claire, mais c'est vrai que je voulais quand même travailler dans le domaine de la communication. Donc lorsque j'ai terminé mon master, la question était de se demander, ok, alors dans quelle voie je me dirige, sachant que je veux travailler dans le domaine de la mode, mais pas que me fermer uniquement à la mode. Donc, on va dire que je vais être styliste. Non, styliste ou créatrice, pas nécessairement. Même si je m'intéressais beaucoup à la mode, mais je savais que je voulais travailler dans le domaine de la mode. Donc on va dire que le choix des relations publiques s'est fait progressivement au fur de mes expériences, au fur et à mesure de mes expériences. Je pense qu'en fait il s'est fait lorsque j'ai pu avoir l'opportunité d'effectuer un stage dans un bureau commercial qui en fait était en charge de pouvoir proposer des marques à différents points de vente en France. Et nous travaillions en fait dans le bureau commercial, mais il était rattaché à notre bureau, justement bureau de presse, bureau de relations publiques, et qui était en charge de donner plus de visibilité aux marques en question pour que nous, on ait cette facilité-là de pouvoir placer ces marques dans différents magasins. Et je me suis rendu compte que l'un ne va pas sans l'autre. Le commercial ne peut pas aller sans les relations publiques. Et je pense qu'en fait, c'est à ce moment-là, j'avais 23 ans, à peu près entre 20 et 23 ans, je ne sais plus exactement, que je me suis dit, bon, je pense que c'est la voie que je veux prendre, mais en me focalisant sur les relations publiques et en ajoutant la partie commerciale aussi. Vous avez expérimenté ça pendant combien de temps ? Comment dirais-je, cette expérience que vous avez eue, qui vous a... À peu près, je crois que c'était 6 mois, 1 an, c'était un stage de fin d'études. Voilà, et là, je commençais à faire mes plans progressivement. Ensuite, après ça, vous avez... Alors ensuite, j'ai terminé mon master à Paris et par la suite, j'ai décidé de chercher du travail aux États-Unis parce que je me disais que c'était à New York précisément, parce que je me disais que c'était la ville dans laquelle je pouvais obtenir le plus d'expérience dans le domaine dans lequel je voulais me spécialiser pour après rentrer chez moi. Donc moi, je suis sénégalaise ivoirienne. La question est de se dire, bon, je rentre au Sénégal d'abord ou à Abidjan, à Dakar ou à Abidjan. Donc ça s'est fait comme ça par plus de rapidité au Sénégal. Et donc, de toute façon, même étant au Sénégal, on fait en sorte de travailler aussi sur différents pays. Puis Abidjan est à côté, donc c'est pas un souci. Du coup, donc vous êtes rentré aussitôt après à Dakar ? Non, j'ai effectué quand même, j'ai passé 10 ans quand même, 10 ans aux États-Unis pour, au début travailler dans des structures, gagner l'expérience qu'il était nécessaire de gagner avant de se lancer, pour après en 2012, avec beaucoup d'hésitation, me dire bon, je me lance pas, et finalement en 2012 j'ai lancé la structure. Donc comme faut être réaliste, hein, on ne se lance pas du jour au lendemain comme ça. Donc en lançant la structure progressivement, je travaillais toujours pour une autre structure spécialisée dans l'événementiel, etc., la communication, sans qu'il y ait de conflit d'intérêts. Et donc 2 ans après, c'est en 2014, je me suis focalisée à 100% sur l'agence. D'accord. Et ça a démarré comment,
les premiers mois? C'était dur? En fait, ce qui est drôle, non, parce que comme depuis... En fait, pour tout t'expliquer, j'ai lancé la structure en 2012, mais j'ai commencé à y travailler en 2010. Donc, ça a demandé 2 ans de préparation, de programmation, entre guillemets. Voilà, et donc dès 2012, on avait déjà 3 clients qui voulaient travailler avec nous. Donc ça s'est fait progressivement. Bon, c'est vrai qu'il y a une évolution, c'est-à-dire que dans les premiers temps, c'est nous qui recherchions les clients, qui proposions nos services par le biais de d'abord stages que j'avais pu effectuer dans le domaine de la mode. Donc j'avais quand même cette mini crédibilité-là qui rassurait les personnes voilà, qu'on contactait. Et au fur et à mesure du temps, lorsqu'on développe son business, il faut savoir qu'on est toujours amené à rechercher des clients, mais la plupart des gens viennent à nous maintenant. Donc il y a toujours une évolution. Comment vous leur avez proposé une plateforme? Comment ils venaient à vous après? Vous jouez aussi sur la visibilité sur Internet, sur les réseaux sociaux, le digital? Comment ça s'est passé? Alors le digital, c'est-à-dire que oui, en 2012, c'était déjà quand même assez bien implanté, même s'il y a eu une évolution. Par exemple, on a eu une évolution de différentes plateformes. D'autres étaient un peu plus populaires à l'époque et là sont moins populaires que d'autres. Mais oui, on s'est vraiment axé sur le digital. Et on a vraiment utilisé le digital parce que de toute façon, comme nous, le plus de l'agence, c'est de travailler à l'international, on a pu avoir, par exemple, générer des publications pour certains clients jusqu'en Chine, alors que on n'était pas en Chine. Donc le digital a vraiment eu beaucoup de pouvoir sur nous, ce qu'on pouvait proposer à nos clients. Vous étiez une grosse équipe constituée? Non, au début, non. C'était moi avec 2 stagiaires. Donc c'était beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, beaucoup de recherche, beaucoup de veille. Mais je pense que c'est une question d'organisation. Lorsqu'on est organisé et qu'on sait comment dirais-je, utiliser son temps intelligemment, on peut être fatigué, mais on y arrive. Et lorsqu'on sait que c'est pour un projet personnel et qu'on y croit, on se donne, on la sent moins. Et une journée type à Anna Touré, ça se passe comment? Alors maintenant, une journée type, ça dépend. Les journées, je le dis toujours, les journées ne se ressemblent jamais. Ça va dépendre. Donc ça peut être tout ce qui est administratif, un peu comme le matin avec mon équipe, répondre aux emails, faire des suivis, des retours de vêtements qui ont été empruntés pour des projets de films, de séries ou de photoshoot. Là, par exemple, lorsqu'on organise pour nos clients une vente privée ou que nos clients participent à une vente privée et qu'on est en charge d'organiser cela aussi, il faut prévoir les listes de prix, etc. Donc nous, on a vraiment cet aspect commercial, mais aussi relations publiques, où parfois il peut y avoir des rendez-vous organisés avec la presse, des personnes avec lesquelles on va échanger pour présenter des collections, des nouvelles collections de créateurs, en vue qu'ils puissent rédiger des articles, voilà, ou même pour certains stylistes, emprunter des pièces de nos créateurs, pour donner plus de visibilité justement à ces créateurs-là. Donc les journées ne se ressemblent pas. Ou parfois ça peut être l'organisation d'un photoshoot qui prend soit toute la matinée ou soit toute la journée. Donc si on a de la chance, le photoshoot s'organise l'après-midi. Donc voilà, ou des fois ça peut être très tôt à 6h du matin. Donc ça dépend vraiment. Vous vous déplacez beaucoup, c'est plutôt les clients, créateurs. Comment ça se passe aussi en termes d'organisation? Lorsqu'on représente un client, on va avoir toute sa collection qui va être au showroom, c'est-à-dire avec nous, en fonction de ce qui est à faire. Quelles sont étudiées Voilà, on doit connaître les collections entre guillemets par cœur, quelles sont les spécificités, les tissus, le style de la collection en question, pour pouvoir bien la présenter. Donc parfois, on doit avoir les pièces avec nous en showroom, ou parfois les clients les ont, mais lorsqu'il y a besoin de faire des envois, on se charge d'envoyer à l'étranger pour que les personnes puissent les recevoir, etc. Il vous arrive d'organiser beaucoup d'événements en dehors des ventes privées? Quel autre type d'événements? Alors ça peut être des dîners par exemple, des dîners en vue de mettre en relation différents profils pour le compte d'un client ou d'un partenaire, dans le but justement toujours d'échanger et de pouvoir créer des synergies. Vous en avez organisé un récemment avec les dames. Oui. Voilà. C'était Elle à table? Voilà, Elle à table pour le compte d'un magazine ivoirien. Je ne sais pas si je peux dire. Voilà, il y a eu beaucoup d'échanges entre femmes entrepreneurs qui pouvaient parler de leur expérience, de leurs challenges et de leurs ambitions. Donc c'était très enrichissant. Le métier de relations publiques aujourd'hui, c'est un métier en essor qui a de l'avenir? C'est pour moi un métier qui a beaucoup d'avenir et dans tous les domaines confondus, que ce soit en politique ou d'autres modes ou d'autres exemples, pour en citer que 2. Et pour moi, c'est une branche métier qui a toujours existé. Toujours, on ne le sait peut-être pas nécessairement, mais ça a toujours existé. On en fait même beaucoup sur le continent, sans nécessairement le savoir, mais contrairement à ce qu'on peut croire, c'est très codé et très stratégique. C'est être dans le domaine des relations publiques, ça ne veut pas dire qu'on
uniquement connaître des personnes. Uniquement, ah, ok, je connais du monde, donc c'est bon, je peux être un bon RP. Non, c'est très codé, très stratégique. Il faut savoir voilà, comment mettre en relation et ce qu'il ne faut pas faire aussi. En fait, c'est très codé. Pour citer quelques de vos clientes, on en a vu de célèbres, tels que Beyoncé par exemple. Comment avez-vous réussi à lui faire porter des Alors, tenues? Beyoncé, c'est pas une cliente. C'est pas une cliente. Non, nos clients sont les créateurs. Et par contre, Beyoncé, justement, c'est une célébrité auprès de qui on a pu faire des placements, proposer de nos clients, justement. Parce qu'elle faisait partie des personnes que nos clients souhaitaient habiller, tout simplement parce qu'ils appréciaient et admiraient la personne, et aussi parce que ça leur permettait aussi d'avoir une bonne visibilité et une crédibilité. Voilà, donc comment ça se passe? En fait, ces personnes publiques et ces médias sont nos, entre guillemets, partenaires, des personnes avec lesquelles on collabore. Donc on leur propose, dès que nous avons des nouveautés, on leur propose des profils. Proposer des profils, c'est pas uniquement envoyer des pièces, tout simplement, ou des photos de vêtements, c'est vraiment présenter le créateur en tant que tel. Sa vision, son projet et ce pourquoi, par exemple, la personne s'est lancée dans ce domaine-là. Donc, pour parler un peu plus technique, on envoie des catalogues et aussi des biographies de nos profils, et on leur suggère tout simplement, si jamais un de leurs projets ou événements à venir correspond à ce qu'on peut leur proposer, on serait ravis de les appuyer, de les accompagner. Donc il faut savoir que nous, on envoie ça parmi des millions de RP qui vont les contacter également. D'accord. Des outils indispensables aujourd'hui pour réussir dans le domaine, oui. Très curieux, toujours chercher à apprendre et à se renouveler, être au fil, comment dirais-je, j'ai oublié l'expression, être en phase avec son temps, voilà, et ne pas rester sur ses acquis et être en phase avec l'actualité surtout. Beaucoup lire, oui, beaucoup de recherches, beaucoup de veille, savoir ce qui se passe dans tout domaine, être curieux en fait, pour pouvoir proposer de bonnes stratégies à ses clients et être en phase avec ce qui est in, si on peut. Pour revenir aux créateurs, vous avez sans doute remarqué l'effervescence aujourd'hui. On a des créateurs qui nous subliment au quotidien, que ce soit au Sénégal, à Abidjan, un peu partout en Afrique. Vous qui les côtoyez aujourd'hui, qui connaissez un petit peu leur profil, qu'est-ce que vous avez vu en termes d'avancée? Alors la mode africaine, je trouve, s'internationalise beaucoup plus, de plus en plus. Et grâce aux réseaux sociaux, au digital, on se permet de ne pas juger la mode africaine juste globalement, mais de voir la différence d'un pays à un autre. Parce que l'Afrique reste un continent, ce n'est pas un pays. Donc bien qu'on se file commun entre plusieurs pays d'Afrique, chacun a sa spécificité, et ça va aussi pour le domaine de la mode. Donc je trouve qu'au fur et à mesure du temps, même s'il reste encore beaucoup à faire, à l'international, on peut se rendre compte que voilà, il y a une spécificité dans chaque pays, mais il y a aussi cette volonté de chaque créateur de s'internationaliser, pas pour négliger le continent nécessairement, mais pour s'augmenter les chances et les opportunités. Et quand je dis s'internationaliser, ça peut être du Mali vers la Guinée, ou c'est pas nécessairement l'Occident en fait. Et même, on voit que ça part de plus en plus en Occident. Pourquoi? Parce que ce qu'ils proposent aujourd'hui, c'est plus facile à porter, c'est plus accessible, ou parce que aussi ils y mettent en termes de qualité. Je ne veux pas dire que ce qui se faisait il y a 10 ans se fait moins bien aujourd'hui, mais mieux. On peut le dire clairement. Alors, ça se fait. En termes de qualité, il y a quand même... Il y a peut-être plus de soins qui est apporté, certes. Et aussi, comment dirais-je, on fait la différence maintenant entre la mode africaine qui ne se réduit pas uniquement à des tenues traditionnelles pour des mariages ou des baptêmes ou ce genre de manifestations, mais aussi une mode qui peut être portée tous les jours et valorisée tous les jours. Et il y a aussi un retour à une fierté de ses origines. Parce qu'il y a quelques années, je pense que toute personne qui était peut-être à l'étranger se disait « Ah, je ne sais pas si je peux porter tel tissu, je ne suis pas à Dakar ou je ne suis pas à Bamako, est-ce que je peux le porter étant je ne sais où dans le monde ?» Alors que là, il y a comme un regain, je ne dirais pas qu'avant on n'avait pas cette fierté-là, mais il y a un changement de cours quand même, qui fait qu'on... Forcément, je vais acheter à l'étranger. Voilà, et aussi cette fierté, parce qu'il y a quand même encore un travail à faire, mais on peut se dire que, ok, je me porte une marque africaine, qui est de qualité et qui n'a rien à envier à toute autre marque. Bon, on disait que ça voilà, il fallait forcément acheter à l'étranger. La tendance elle change. À changer. Ouais. C'est super. Alors, y a-t-il autre chose qui rapproche les créateurs
des consommateurs, hormis ce qui se fait de beau? Est-ce qu'il y a un côté artistique qu'on peut encore souligner? Ah oui, et après ça va dépendre des créateurs. Il y en a qui sont vraiment très artistes, très artistes, qui sont vraiment dans un univers particulier. On a l'impression de porter des œuvres d'art, mais qui trouvent quand même leur marché. Et il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus sobres, mais qui auront aussi leur clientèle. Donc ce qui est beau de voir, c'est que chacun a sa petite touche, qu'elle soit sobre ou qu'elle soit excentrique. Il y a un marché pour tout en fait, pour tout type. D'accord. Lorsqu'on voit aujourd'hui cette forte influence qui se fait, encore une fois, je reviens avec votre expérience, est-ce qu'il vous est arrivé de vouloir parfois lâcher prise et de vous dire c'est trop, je fais un burn-out? Ça vous arrive? Alors jamais, jamais, même si bon, parfois c'est pas toujours évident. Je pourrais dire comme dans tout métier, il faut vraiment faire preuve de persévérance et ne pas lâcher prise. Mais sincèrement, je n'ai jamais, peut-être parce que je suis très passionnée aussi, parce que j'adore ce que je fais. Et malgré les petites difficultés, il n'est jamais arrivé un moment où je me suis dit, voilà, j'arrive à les surmonter et j'y crois. Et voilà, je pense que c'est une des qualités à avoir, c'est de ne pas baisser les bras et d'y croire. Et de se dire que on n'arrive jamais, enfin ça c'est ma devise, on n'arrive jamais à un point spécifique au hasard. Il n'y a pas vraiment de hasard. Donc tant qu'on prend plaisir à faire ce qu'on fait, y aller se donner les moyens. D'accord. Aujourd'hui, l'environnement au Sénégal vous permet-il de favoriser l'entrepreneuriat? Là, c'est la femme entrepreneur. Je m'adresse à la femme entrepreneur. Est-ce que c'est vraiment favorable aujourd'hui? Oui, je dirais oui. Bon, il y a toujours des difficultés. Il y a toujours des difficultés. Mais il y a de l'accompagnement dans votre secteur? Mais il pourrait en avoir un peu plus. Mais bon, même pour l'artisanat? On baisse pas les bras, de manière générale. De manière générale, ce qui se fait. Pour l'artisanat encore plus, parce que nos artisans sont tellement talentueux, c'est-à-dire que même avec le peu d'outils, le peu qu'ils ont, ils arrivent à produire, à trouver toujours des plans B ou des voilà, que souvent je me dis mais s'il y avait cet accompagnement supplémentaire, mais on n'aurait rien. Ils ont réussi à travailler ensemble, à se mettre ensemble, ou vous pensez que malgré ça, il y a encore... Non, il y a une grande solidarité, je trouve, par rapport à d'autres pays. Je trouve, voilà, par rapport à d'autres pays ou d'autres zones du monde, en toute transparence. Avec plus d'accompagnement, ça serait un peu plus facile pour eux. Mais je trouve que malgré les petites difficultés qu'on peut retrouver, par exemple au Sénégal, je trouve que c'est un pays qui est, comment dirais-je, qui est rempli d'entrepreneurs. Et j'aime donner cet exemple-là, mais un exemple qui est très simple. On ne se rend pas compte parce qu'on néglige cette valeur-là, mais le simple fait d'avoir une personne qui peut-être a son activité, mais qui va, parce qu'elle adore la cuisine ou adore, je ne sais pas, elle est très gourmande, préparer des jus et les vendre, ou même avoir, comment dirais-je, un service de traiteur à la maison dans les normes respectées, c'est de l'entrepreneuriat. Et ça, on ne l'a pas créé dans les années 2000, ça existe depuis bien longtemps, depuis qu'on est, avant même qu'on soit né. Donc c'est vraiment un pays qui est rempli d'entrepreneurs. Et même malgré les difficultés, je pense qu'en étant organisé, en ayant une stratégie, on peut le faire au Sénégal. Vous n'êtes pas que Relation RP, vous êtes aussi chroniqueuse en mode, art de vivre et culinaire chez VOA. Oui. Comment ça se passe aussi? Ça se passe très très bien. C'est un bon complément parce que j'adore, comme je vous dis, je suis très curieuse, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Et bon, de par ma fonction de RP, c'est toujours un plus pour moi de pouvoir présenter aussi des nouvelles comment dirais-je, des nouvelles tendances, des nouvelles marques ou des choses à tester auprès des téléspectateurs. Donc je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Et pour la partie culinaire, bon, tout ce qui est l'art de vivre, je suis une éternelle gourmande, donc j'adore partager en fait des petits tips avec des chefs et aussi surtout comme on est axé sur la cuisine africaine, mais avec un petit, comment dirais-je, un petit apport différent, original, je prends toujours beaucoup de plaisir à partager ça avec les téléspectateurs et en apprendre beaucoup plus de la part des chefs pour moi aussi après. Et ça vous prend aussi beaucoup de temps? Vous arrivez quand même à caler avec votre agenda? Je le fais à peu près une fois par mois, donc on arrive à s'organiser de manière à ce que je puisse quand même respirer. En termes de création, on note beaucoup plus de créateurs ici ou ailleurs? Au Sénégal, par exemple? Est-ce que vous trouvez qu'on en a beaucoup, par exemple? Pour moi, personnellement, je trouve que il y a énormément de créateurs, bien sûr. Mais après aussi, comment évaluer sur... Alors, pas dire que tel créateur est plus fort ou plus intelligent qu'un autre, mais tout le monde crée, j'ai l'impression. Ça va dépendre. Alors le Sénégal, pour moi, c'est un peu comme la mini-capitale de la mode d'Afrique de l'Ouest, même si on ne peut pas aussi, on ne va pas rendre les autres pays jaloux. Et puis la Côte d'Ivoire, il faut que je le laisse. Mais en fait,
le Sénégal, Dakar a quand même cette image-là, et c'est vrai. Mais d'un pays à l'autre, chaque créateur va avoir sa spécificité. Voilà, on sait que pour certaines pièces, voilà, ça va être Dakar, ça va être le Sénégal. Pour d'autres, ça va être la Guinée. On va négliger aussi la Guinée, Conakry, ça va vraiment dépendre. Mais il y a tenu même pour les accessoires, maroquinerie. Par exemple, pour tout ce qui est poids baoulé, etc., pour tout ce qui concerne les bijoux, le Ghana et la Côte d'Ivoire, voilà, vont être des pays, parce que ça vient de ces pays-là. Mais non, c'est vrai qu'au Sénégal, quand même, il y a cette image-là, et c'est une réalité. Mais tout va dépendre des styles recherchés. Maroquinerie de luxe aussi, aujourd'hui on travaille beaucoup le cuir, oui. Que ce soit en chaussures, sacs. On les trouve facilement sur... la matière première est là? La matière première, ça va vraiment dépendre. Mais la matière première, quand même, le cuir, par exemple, peut se trouver facilement au Sénégal. Mais après, bon, certains créateurs ont décidé d'en choisir ailleurs, toujours sur le continent. Mais ça, c'est vraiment propre à ce que la marque décide de faire. Ça va dépendre, oui. Mais il y a, par exemple, même en termes de tissus, beaucoup de tissus peuvent être faits sur place. Pour la teinture aussi, au Mali, on voit que c'est vraiment... Vous pensez que les politiques gagneraient aujourd'hui à créer, par exemple, des usines pour tous ces jeunes aujourd'hui qui sont sans emploi, qui aimeraient peut-être créer ou... Exactement. Et je pense qu'au niveau de la mode, il faudrait... Pourquoi pas leur proposer des usines, une industrie vraiment artisanale pour pouvoir... Il faudrait déjà que l'image de l'industrie de la mode soit prise un peu plus au sérieux et pas comme industrie un peu superficielle, puisqu'elle peut générer beaucoup au niveau du travail des jeunes et en termes de formation. Il y avait par exemple une usine qui traitait le coton au niveau de Bouaké en Côte d'Ivoire, qui a été apparemment fermée, qui est fermée depuis un certain nombre d'années. Même le coton, on le trouvait ici à l'époque à Tambacounda. Exactement. Non. Là, j'ai pris l'exemple de la Côte d'Ivoire au niveau de Bouaké, mais ici aussi, j'en suis sûre. Donc, il faudrait vraiment... C'est vrai que nos dirigeants puissent se rendre compte que c'est... Ils le font ailleurs dans la sous-région, dans les autres pays. Il existe des usines. Comme l'industrie aujourd'hui cinématographique, est-ce qu'il existe de même pour... en Côte d'Ivoire, mais je trouve que c'est un secteur qui est un peu plus délaissé que les autres. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que le focus ou les priorités ont été déplacées? Peut-être, mais aussi un sujet vraiment à... Peut-être accompagner encore une fois dans la formation professionnelle, aussi. En créant des filières, pourquoi aussi. Pas. Mais il y a un effort qui est fait, par exemple. Je sais que là, normalement, à Dakar, il y a une nouvelle structure, une nouvelle école qui doit ouvrir dans peu de temps pour l'accompagnement justement des couturiers, une meilleure formation, parce que, comme on le disait tout à l'heure, les artisans sont talentueux, mais avec beaucoup plus d'appui et une meilleure formation, on aurait des résultats qui seraient plus satisfaisant ou ce genre de choses. Vous n'avez pas eu ce type de retour de vos clients ou de vos... Quel type de retour? Du style, il faudrait peut-être industrialiser davantage. Penserait-il aujourd'hui à faire des projets? Bien sûr, parce qu'il y a certaines personnes avec lesquelles on travaille qui ont décidé là actuellement d'ouvrir des structures, voilà, pour pouvoir produire plus ici et ne pas dépendre toujours pour certains aspects de l'étranger. Donc c'est vraiment un secteur à développer, mais je pense aussi que c'est en prenant plus au sérieux cette industrie-là, on se rendrait compte qu'il y a plus à développer. Avant de finir, vos recommandations et vos conseils à toutes ces femmes entrepreneurs ou ces jeunes qui voudraient demain travailler dans les relations publiques, dans la mode ou dans... Alors s'informer du cursus à poursuivre, ne pas avoir peur de faire beaucoup de recherches et ne pas avoir peur des échecs, parce qu'on peut parfois faire face à des échecs, mais ce n'est rien. Lorsqu'on est passionné et qu'on a confiance en soi, ce qui se gagne, on peut vraiment aboutir à ce qu'on souhaite faire. Donc vraiment, les cursus de communication, multiplier les stages également, parce qu'on n'apprend jamais mieux que sur le terrain. C'est bien d'avoir une partie, un cursus scolaire, etc. Mais il faut le compléter, avec la réalité du terrain. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite avec un autre invité et un autre thème. À très vite. Merci.